Corps corps à corps. Vous l'avez compris, en ce moment, l'investiture de Donald Trump, ça monte dans quelques heures, ça va vraiment arriver. On suivra ça d'ailleurs en direct avec Corentin Perini ce soir, nous à 18h. Ce sera le discours et la promesse, le serment de Donald Trump notamment. Mais nous, on refait quand même un petit point sur l'actualité politique française. Où en sont nos chers dirigeants nationaux? Alors vous avez suivi évidemment officiellement l'éclatement de la NUP, puisque une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou a été déposée par LFI jeudi dernier. Le PS a choisi, pour une très grande majorité, de ne pas voter cette motion de censure. Et je vous propose d'écouter Olivier Faure, au nom du PS, expliquer leur décision. C'était le jeudi 16 janvier. Écoutez. Si l'on veut bien s'éloigner un instant de nos débats franco-français, et j'en termine par là. Trump entre à la Maison-Blanche dans 4 jours. Son allié Musk qui s'ingère dans les affaires internes des Britanniques et des Allemands. Poutine qui n'a pas baissé ses prétentions face à nos amis ukrainiens. Le Proche-Orient encore en feu. Erdogan se rêve en nouveau sultan et Xi Jinping en dernier empereur. Ce qui se joue maintenant est proprement historique et suppose une certaine hauteur de vue. En ne censurant pas, dès vos premiers pas, votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance. Mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, Monsieur le Premier ministre. Beaucoup, Monsieur le député. Ah oui, vous l'avez entendu, beaucoup de hauteur de vue pour le Parti socialiste qui ne veut pas appliquer la politique du pire. D'ailleurs, François Hollande s'est félicité de cette décision dans un entretien qu'il a donné à la Tribune du dimanche. Alors, selon lui, son parti a pleinement assumé leur rôle, celui d'un parti d'opposition responsable et utile. Et il a ajouté, ne souriez pas, les socialistes ont la clé jusqu'en 2027. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne l'entendait pas tout à fait de cette oreille. Il était sur RTL hier. Nous avons construit, au prix d'un effort gigantesque et unique en Europe, une gauche radicale de rupture. Cette gauche a permis, elle, cette gauche-là, que nous ne nous effondrions pas, comme c'est le cas en Italie, et que nous ne soyons pas réduits au score des 3 autres dans la dernière élection présidentielle. Et cette gauche a animé un programme partagé, pas son programme à lui, le programme partagé, qui nous a permis de battre le Rassemblement national aux élections législatives la dernière fois. C'est pas rien. Et on est arrivé à 1 point du Rassemblement national si nous prenons les élections européennes. Donc, il faut arrêter de répéter tout le temps que le Front National a gagné les élections. Le Front National, le Rassemblement National ne gagne les élections que si nous lui permettons de les gagner. Ça veut dire si les socialistes continuent à diviser tout le monde, le mouvement syndical et le Front. Parce que pour l'instant, c'est eux qui sont isolés. Donc c'est pas moi qui menace les autres, c'est eux qui nous menacent. Ils nous menacent par leur isolement de nous faire perdre. Voilà. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, quand même, le Rassemblement national, lui non plus, n'a pas voté cette motion de censure. Cette fois-ci, il a décidé d'accorder un sursis au gouvernement Bayrou. Jusqu'à quand? C'est la question. En tout cas, il faut savoir aussi que 31% seulement des Français se sont dit convaincus par le discours de politique générale de François Bayrou. C'est quand même le score d'un sondage le plus faible de toute l'histoire de la Ve République. Alors, qu'attendre de l'opposition? Faut-il entendre cette soi-disant hauteur de vue, ce blanc-seing finalement donné au gouvernement? Certes, nous sommes dans un temps très fort politiquement et au niveau international, mais justement, que devrait vraiment faire l'opposition? C'est un peu toute la question qui se pose avec deux commentateurs, Alexis Poulain, François Coq. Bonjour François Coq. Bonjour Clémence. Merci. Salut Alexis, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je vais rappeler que vous êtes ancien secrétaire général du Parti de gauche, enseignant en zone d'éducation prioritaire, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, auteur notamment de Alerte à la souveraineté européenne ou encore l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes et ensuite La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne et puis candidat à la présidentielle, il faut le rappeler, Alexis Poulain. Encore, on va voir. Déjà, un parti pour les municipales. Je pense que c'est important de partir de la base parce que c'est ça qui manque. Exactement. Alors, pour commencer peut-être, Alexis Poulain, quelle est votre analyse sur ces dernières prises de position qu'on a pu voir du côté justement de ces partis d'opposition français ?
J'ai l'impression qu'on est parti dans une dimension parallèle en France, en fait, où une classe politique largement déconnectée essaye d'exister par des coups et des trafics qui sont les mêmes depuis des dizaines d'années et qui ont conduit la France dans le mur. On a, et ça c'est ça qui est extrêmement inquiétant, un monde qui change à une vitesse exceptionnelle. La montée des BRICS, ces pays qui étaient vus comme les intouchables de l'économie mondiale, qui sont en train de s'organiser autour de la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil, mais bien au-delà également. L'investiture de Donald Trump qui va changer complètement la donne avec des young leaders, des global young leaders complètement perdus, qui obéissaient à Washington, à l'Empire, lorsque l'Empire était démocrate, et qui, avec un empire techno-nationaliste ultra violent, puisque Trump va utiliser la force, il appelle ça la force, mais c'est aussi la violence dans les négociations internationales, qui ne sait plus quoi faire, et on voit d'ailleurs au sein de l'Union européenne les ruptures se faire, hein. Et puis des Français, la classe politique française, qui parle de la réforme des retraites qu'il faudrait réformer en parlant pendant 3 mois en conclave, Oui. qui parle de comment faire pour éventuellement continuer à inventer de nouvelles taxes sans dire qu'on invente de nouvelles taxes alors qu'on est un des pays les plus taxés du monde et que le problème aujourd'hui c'est de savoir où va l'argent. Et quand on voit que l'argent va dans le fauteuil de Gérard Larcher à 34 000 euros, les 3 fauteuils, ou bien la nourriture, qui Oui. sont largement servis, les porte-parapluies, les pousse-fauteuils, enfin bref, tous les bidules de la République qui ne servent à rien et qui coûtent un pognon de dingue, ça c'est la déconnexion absolue, je crois. Et on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, moi j'ai l'impression que la France est en train de s'enterrer. C'est un peu comme tous ces gens qui aujourd'hui ont décidé de quitter X, pensant qu'ils vont se protéger ou qu'ils vont créer un monde meilleur sur une autre plateforme américaine, puisque le problème de la souveraineté aujourd'hui, c'est les moyens de la souveraineté, et nous n'avons pas les outils pour y arriver, parce que le retard a été pris du fait de politiques européennes, hein, qui ont fait du marché européen un Eldorado pour les super entreprises américaines. Et donc, j'ai l'impression en fait d'un spectacle plutôt ennuyeux, inutile, et surtout d'un à côté de la plaque, mais phénoménal. Un Et théâtre c'est d'ombre, en extrêmement fait. inquiétant. Oui. Oui, c'est inquiétant. Enfin, j'ai un zombie, ouais, vraiment l'idée que là, on est rentré dans l'ère de la politique zombie après les entreprises zombies. Enfin, c'est fou. On a un président qui n'a plus de pouvoir, qui est complètement illégitime dorénavant. On a un Premier ministre qui allait ressortir tous les zombies de la politique. Manuel Valls, rendez-vous compte, Ouais. repêché pour être ministre. Enfin, et on a des leaders de petits partis qui n'existent que par le pouvoir de nuisance et encore quelques fiefs régionaux qui essayent de survivre en fait dans cette dans ce paysage morbide, hein, parce que il y a rien de très positif dans tout ça. La France est en train de se recroqueviller, et ça m'inquiète énormément. Oui, c'est vrai que Olivier Faure a peut-être raison sur une chose, c'est de rappeler le grand temps, le grand moment historique que nous sommes en train de vivre. Il parle de Donald Trump, d'Elon Musk, de Poutine, de Xi Jinping. Oui, il y a véritablement un renversement qui est en train de se jouer, et on va le suivre aujourd'hui avec notamment l'inauguration, Inauguration Day de Donald Trump. Mais c'est vrai que la politique avec un grand P française est absente de ce jeu, et on se demande d'ailleurs si peut-être qu'il aurait fallu jouer autrement cette partie de la motion de censure. Qu'en pensez-vous, François Coq ? Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est sur la dimension internationale et géopolitique. Vous savez que la géopolitique préside à la politique. Et c'est pas un hasard si le Premier ministre François Bayrou, dans son discours de politique générale, a voulu commencer par dresser un tableau de la situation internationale. Olivier Faure a fait de même dans son intervention. Sauf que, excusez-moi, mais tant l'un que l'autre, tant le descriptif de M. Bayrou que celui de M. Faure relève plus d'un vague oral de HGGSP, vous savez, c'est la nouvelle option qu'il y a pour les lycéens, histoire, géographie, sciences politiques et géopolitique. Ça relève plus de ce niveau-là que d'une mise en perspective des évolutions du monde et des transformations du monde. On est encore dans une vision où il y a les gentils et les méchants. On est encore dans une vision où les gens sont incapables de définir si nous sommes dans un système qui est bipolaire, qui est multipolaire, qui est apolaire, comme moi je le revendique, c'est-à-dire avec des pays qui ne veulent pas se rattacher à quelques blocs
que ce soit ce qui est l'immensité de ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global. Donc il y a des gens qui commentent la scène internationale, mais qui n'en sont pas acteurs parce qu'ils peinent à le définir. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, donc ça a des conséquences sur la vie politique nationale, puisque la vie politique nationale, finalement, ne pèsera plus de poids sur le grand jeu international lui-même. Et sur la vie politique nationale, ben on a des oppositions qui se répartissent en deux catégories. Il y a les suivistes du gouvernement sur les deux aspects essentiels de ce qui est toujours la politique, à savoir les temporalités et à savoir le rapport au champ institutionnel. On a bien vu lors du discours de politique générale qu'un certain nombre de partis se mettaient dans la roue finalement du gouvernement du point de vue des temporalités. Monsieur Bayrou lui-même a fait un discours qui n'était pas un discours avec une vision, qui n'était pas un discours avec une orientation, qui n'était pas un discours avec une programmation concrète d'action, c'était un discours pour gagner du temps. Et finalement, il y a parmi les oppositions un certain nombre d'entre elles qui ont tout intérêt à gagner du temps, tout simplement parce qu'elles ne sont pas prêtes aujourd'hui pour disputer et pour revendiquer le pouvoir parce qu'elles ne savent pas quoi en faire, quand bien même elles arriveraient à le prendre. Et donc, elles essaient de gagner du temps pour aller jusqu'à la prochaine échéance. Et donc ça les enferme dans le champ institutionnel. Oui. Je crois que nous ne sommes pas revenus au régime des partis. C'est bien pire. Nous sommes revenus au régime de la tyrannie des groupes parlementaires. On voit ces petits groupes parlementaires qui ne sont même pas les partis, qui sont des groupes politiques résiduels à l'Assemblée nationale, qui sont en train de faire de la petite tambouille entre eux, dont il ne sort absolument rien. Donc il y a ces partis d'opposition institutionnelle qui essaient de gagner du temps, et il y en a d'autres, il faut bien le dire, qui sont dans une logique différente, qui se sont bien aperçus qu'il n'y a plus depuis 2017 aucune dynamique, et je dis bien, enfin depuis 2017, même avant, aucune dynamique dans le champ institutionnel et qui essaient d'aller chercher la dynamique en dehors. C'est vrai du Rassemblement national depuis un certain temps déjà. LFI fait désormais retour à cela. Ils se sont réenfermés dans l'institutionnel après 2017, mais depuis quelques semaines et quelques mois, ils ont compris que c'était une impasse et que c'était l'impasse de la démocratie minoritaire. Donc, ils essaient de revenir sur le champ populaire. Je crois que le paysage, c'est celui-là. Ceux qui sont enfermés dans ces temporalités et cette localisation institutionnelle et ceux qui se tournent vers l'irruption populaire. Oui. Alors, c'est quand même intéressant quand on compare ce que vous venez de dire sur le fait qu'ici, on a des partis d'opposition qui cherchent à gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez entendu des extraits ou l'ensemble du discours de Donald Trump hier, dimanche, dans son grand meeting, son dernier meeting en tant que candidat élu. Il a dit « Je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas une seconde à perdre pour redresser le pays ». C'est vrai qu'on est vraiment... On n'est pas forcément trumpiste, mais on voit qu'on n'est pas du tout dans le même agenda. Il y en a qui décident, qui se disent qu'il y a urgence pour son pays et qu'il faut agir tous les jours et ne pas perdre une seconde. Et que donc, il dit que le jour même de son inauguration, donc aujourd'hui, il prendra et signera des décrets. Et puis de l'autre côté, on a, nous, comme vous le dites, cette tambouille politicienne avec les petits arrangements qui fait que voilà, c'est pas pour maintenant, j'attends les élections, ce sera le bon moment, etc. Est-ce que en effet, alors qu'on parle justement d'un moment historique que nous sommes en train de vivre sur la scène internationale, est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque en France? Je reviens vers vous, François Coq, là-dessus. Non, je vous donne un élément de calendrier justement qui permet de comparer les choses. Vous avez bien entendu que dans notre pays aussi, tout le monde nous dit qu'il y a urgence, qu'il faut immédiatement un budget, qu'il faut que l'on se précipite. On a entendu ça depuis des semaines et des mois désormais. Je vous donne un élément de calendrier. Le gouvernement Barnier est tombé le 5 décembre. Il a fallu attendre plus d'une semaine, alors qu'on savait que tout ça allait arriver. Il a fallu attendre le 13 décembre pour que M. Bayrou soit nommé Premier ministre. Une fois que M. Bayrou était Premier ministre, il a fallu attendre 10 jours pour avoir un gouvernement le 23 décembre. Après ce gouvernement du 23 décembre, il a encore fallu attendre 10 jours pour qu'il y ait la première réunion du Conseil des ministres le 3 janvier. Il ne s'est rien passé après le 3 janvier. Il a fallu attendre le 14 janvier le discours de politique générale, qui a eu lieu donc désormais il y a une semaine. Et que s'est-il passé depuis ? Absolument rien, puisqu'on voit qu'on est encore dans la discussion entre les différentes forces. Donc on voit bien effectivement entre ceux qui agissent et ceux qui sont en train de discuter qu'il y a là un hiatus extrêmement important. Et c'est pour ça que le gouvernement veut montrer qu'il est au travail parce qu'il gesticule, mais il n'est pas dans l'action. Il est au travail, mais il n'est pas dans l'action. Deuxième point, et je m'arrête là, quand on voit les
les temporalités que j'analysais tout à l'heure, on voit bien que les temporalités sont sans cesse repoussées. Il y a quelques semaines, on nous disait encore que l'objectif de certains était d'atteindre le mois de juillet prochain, moment où la dissolution serait à nouveau possible si M. Macron tient jusque-là. Sauf que tous ceux qui parlaient de cela il y a quelques semaines ou il y a quelques mois ne nous parlent plus de la butée du mois de juillet ou de septembre. Ils nous parlent de la butée de 2027. Autrement dit, ils entendent bien s'inscrire dans un calendrier qui va se dilater, peu importe ce qu'ils feront, ou plutôt ce qu'ils ne feront pas dans la période, ils n'ambitionnent pas de faire avancer le pays, parce que le déclassement du pays n'est pas leur objet, ils s'en fichent comme d'une vieille chaussette, et donc finalement, ils allongent le temps, parce que leur seul intérêt, c'est la reproduction de leurs intérêts et la rente de situation qui est la leur. Oui. Alors, Alexis Poulain, est-ce que malgré tout, ces partis d'opposition dont nous parlons, que ce soit le PS ou le RN, n'a pas aussi intérêt à jouer son propre agenda pour arriver et réussir, eux, à marquer le coup et à transformer l'essai et pourquoi pas à devenir soit futur gouvernement, soit carrément futur président. Évidemment qu'ils ont tous ça en tête. Est-ce que c'est pas aussi une stratégie qu'il faut leur admettre et leur autoriser, puisque ils sont tous dans cette stratégie politique aujourd'hui. Oui, tous sont dans cette stratégie politique de 2027, qui est le temps fort, l'élection présidentielle qui rythme la vie politique en France, mais pas dans la même temporalité. C'est-à-dire que vous avez des partis qui sont prêts, la France Insoumise, le Rassemblement National, qui sont prêts à une présidentielle anticipée, et des partis qui ont tout à perdre, les partis traditionnels, notamment les socialistes, le PS, les LR, qui n'ont pas de candidat, qui sont bien embêtés de trouver un candidat, les macronistes, qui sont désavoués par une large majorité de la population française, et pourtant, ces gens-là s'accrochent au pouvoir. Quand je parle d'une temporalité, de politique zombie et du fait qu'on est dans un monde parallèle, il faut voir qu'on a un gouvernement avec tous les perdants, c'est-à-dire les macronistes et la droite, qui ne gouvernent pas, puisque c'est impossible, et qui gagnent du temps pour qu'Emmanuel Macron puisse finir son mandat en 2027. Emmanuel Macron qui est à 17%, 18% de satisfaction dans les sondages, et qui, bourde après bourde, a montré qu'il était une catastrophe, un accident industriel pour la France. Et ces gens-là veulent soutenir, en fait, faire en sorte que ce système perdure encore 2 ans. Pour moi, c'est impossible. Ça ne peut pas tenir 2 ans. Et les partis qui sont prêts le savent. Et les partis qui ne sont pas prêts, en fait, qui veulent gagner du temps, sont ces partis zombies, qui vont avoir bien du mal à faire quoi que ce soit, poussés par la sphère médiatique. On voit d'ailleurs systématiquement les mêmes en une des magazines, mais ce ne sont pas eux qui remplissent les salles et qui annoncent être candidats en 2027, travailler à un projet, etc. etc. C'est insupportable. Ce sont les responsables du massacre, ce sont les responsables de la déroute actuelle, et pourtant, ils font comme si de rien n'était, comme si c'était la faute aux Français. C'est d'ailleurs ce que dit Édouard Philippe, une partie de la faute est aussi du fait des Français. Merci Édouard Philippe. Non, ce sont eux qui ont emmené la France vers une trajectoire de dette insoutenable. Ce sont eux qui ont choisi d'arrêter l'économie. Ce sont eux qui ont choisi de ne jamais écouter les Français lorsqu'ils disaient stop à leurs réformes contre-productives. Et pourtant, nous en sommes là. Donc ça suffit. Moi, je pense que c'est vraiment un changement de monde, vous savez, qui va être très lent, malheureusement, mais qui devrait être accéléré si on veut ne pas perdre encore davantage de temps en France. On doit maintenant mettre à la poubelle les zombies de la politique. On doit passer à autre chose. Et clairement, aujourd'hui, la France n'a pas besoin de François Bayrou, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui a atteint son plafond de verre et qui va avoir bien du mal, en fait, à durer quelques semaines, quelques mois de plus. Oui, mais alors, d'après ce que vous dites, quand vous dites les partis, certains partis sont prêts, le Rassemblement National, LFI, à des élections anticipées, on ne comprend pas alors quel jeu joue le RN, par exemple, s'ils sont prêts à des élections anticipées, s'ils sont prêts finalement à prendre le pouvoir, pourquoi jouent-ils le jeu de la montre qui est celui de ces partis résiduels qui restent encore au pouvoir ?
parce que ils ne veulent pas passer pour un parti violent, un parti extrême. En fait, la dédiabolisation va très loin, et l'une des stratégies actuelles du Rassemblement national, c'est de devenir le parti de droite, le RPR, et même, pourquoi pas, l'UMP dans quelques mois, qui va fédérer toute la droite. Et on l'a vu, hein, d'ailleurs, les hommages à Jean-Marie Le Pen ont été très discrets. Éric Ciotti s'est Très rendu filtré, oui. à l'hommage à Paris, alors qu'il ne mâchait pas ses mots contre Jean-Marie Le Pen. Donc on voit bien que tout est en train de bouger. Et donc la stratégie du RN est simple, rester ce parti qui va rassurer quand même une certaine bourgeoisie et l'électorat macroniste. Parce que c'est ça, en fait, la folie qui est en train de se passer, c'est qu'Emmanuel Macron, le père Castor, qui était là pour faire barrage au Front National, au Rassemblement National, eh bien, il se retrouve maintenant à être le piédestal au Rassemblement National, et avec une partie de ses électeurs qui va sans doute aller vers cette nouvelle droite incarnée par le RN, qui justement joue cette carte de la dédiabolisation et de, vous savez, nous sommes responsables, nous pouvons maintenant être un parti de pouvoir et pas seulement d'opposition. Ouais. Alors, on le voit, en tout cas, on joue la montre, notre gouvernement et ses petites, localités parlementaires jouent la montre. Jusqu'où ça peut fonctionner, puisque on est, comme vous l'avez tous les deux signalé, complètement à côté de la réalité, d'abord de la détresse des Français, parlons des Français, et puis à côté du temps qui est en train de se jouer, fondamental, historique, qui se joue à l'international, que ce soit avec les BRICS, que ce soit avec l'élection de Donald Trump, etc. etc. D'ailleurs, on le voit bien avec l'absence ici d'Emmanuel Macron à cette investiture, alors que Giorgia Meloni, par exemple, a été invitée. On voit bien qu'on a raté visiblement ici, encore une fois, une occasion de peut-être d'accrocher le wagon français à la locomotive américaine. Alors, quel est finalement ce qui pourra peut-être être un point de non-retour pour le gouvernement, pour ce gouvernement, et à quel moment les choses peuvent basculer, François Coq? Bon, il ne faut pas attendre de nos gouvernements qu'ils aient un sursaut. Voilà, ils ont acté le double déclassement, qui est le déclassement de l'Union européenne sur la scène internationale et le déclassement de la France au sein de l'Union européenne. Les deux derniers exemples en date sont absolument terribles sur la scène internationale. La France est absolument absente de ce qui est en train de se passer en termes de résolution du conflit, ou du moins de libération des otages et de trêve dans la bande de Gaza et en Israël, comme elle était absente finalement de la résolution réelle au Liban. Et puis elle est mise à la porte des discussions à venir sur la guerre en Ukraine. Donc on voit bien que le fait de ne plus être acteur, finalement, nos dirigeants acceptent cet état de fait, et Monsieur Macron se languit, nous dit-on, dans son bureau, mais finalement il n'est plus acteur sur la scène internationale. La seule chose qui les préoccupe, c'est, je le disais tout à l'heure, leur rente de situation sur la scène politique nationale. Là, il y a deux choses à comprendre. D'abord, il y a l'impensé de tous ces gens-là, qui n'arrivent pas à se dire qu'ils vont être, comme les autres, broyés par la démocratie minoritaire et qu'ils ne vont pas réussir à en sortir. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe actuellement en Autriche, ce qui s'est passé en Roumanie, mais ce qui se passe dans les pays scandinaves, dans tous les pays de l'Union européenne, il y a un blocage institutionnel, il n'y a pas de majorité de gouvernement qui se dégage, et donc il n'y a que des gouvernements brinque-ballants à durée de vie limitée et à efficacité politique limitée, voire nulle, qui gèrent juste les affaires courantes, ou plutôt qui se contentent, en tant que bons vassaux, d'appliquer le programme qui tombe de Bruxelles. La France est rentrée de plein pied dans l'ère de la démocratie minoritaire, et les pays qui sont rentrés partout dans l'Union européenne depuis 2018 dans cette situation-là n'arrivent pas à en sortir. Nous y sommes rentrés plus tard que les autres, avec un léger différé dans le temps, mais il n'y a pas de raison que nous trouvions une martingale pour en sortir mieux que les autres. On le voit actuellement, il n'y a pas de martingale pour en sortir. Donc tous ceux qui nous enferment là-dedans, dans cette logique, en croyant qu'il y a une stratégie de raccourci électoral pour prendre le pouvoir via la tripartition, via des blocs dans lesquels on assigne à résidence les citoyens. Là, la droite nationale et identitaire. Là, le bloc central et élitaire. Là, la gauche. Tous ces gens qui répartissent et qui définissent au préalable un espace politique de cette manière ne voient pas que c'est un enfermement et que nulle part on en sort. Nos amis allemands sont bien placés, on le vérifiera encore dans tout juste un mois pour en parler. Ou alors, il y a le temps long. Ça
veut dire le temps long, ça voudrait dire réinscrire et redéployer une nouvelle offre politique sur la scène nationale. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne crois pas. Moi, je ne vois rien de nouveau en termes d'offres politiques qui serait à même de faire bouger les lignes. C'est ça qui est la grande question, qui est le grand enjeu. Est-ce qu'on peut rompre avec le principe de la tripartition, qui est le corollaire de la démocratie minoritaire, qui est le corollaire de l'assignation citoyenne à résidence électorale? Est-ce qu'on est capable de proposer quelque chose? Eh bien, vous savez quoi? Si ça se trouve, c'est Monsieur Bayrou qui va peut-être aider d'une certaine manière à cela, à rebattre un petit peu les cartes, bien C'est-à-dire, malgré là, lui. vous m'étonnez. Attendez, Oui. hein, c'est un impensé. Mais finalement, avec son petit jeu tellement politicien, d'essayer de détacher un bout du Parti socialiste, il est déjà en train de faire exploser le nouveau Front populaire, de faire exploser le Parti socialiste lui-même. La droite est dans un tel état de décomposition que pour qui aurait une vision stratégique, il pourrait y avoir les moyens de recréer, de repenser un nouveau puzzle électoral, mais dont le but ne serait pas, et je m'arrête là, aujourd'hui on a un problème, c'est que tous ces gens pensent qu'il faut construire un espace électoral qui aura un socle, qui sera un socle électoral, avec une stratégie du socle derrière, qui est que si on fait 15, 17, 20, 25%, eh bien, on est sûr d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle et que sur un malentendu, sur le principe de la tripartition, eh bien, on peut être élu. Ceux qui vont choisir de rompre avec cette logique et qui vont dire il faut refonder une majorité électorale, mais pour refonder une majorité électorale, il faut refonder une majorité populaire. Et comme le disait Gramsci, il faut alors dans ce cas-là qu'il y ait un nouveau sens commun et que le bon sens nourrisse le sens commun. Tous ceux qui se remettront dans ce projet-là, eh bien, arriveront à réouvrir un espace et prendront le pas sur les vieux partis et les vieilles boutiques. Oui, alors justement, vous parlez de stratégie électorale et de stratégie du socle. On peut quand même dire que le RN l'a, cette stratégie, puisque ils appliquent justement les recommandations de Jérôme Sainte-Marie de réunir le bloc populaire et d'y ajouter une bourgeoisie conservatrice qui serait convaincue par les idées du Rassemblement national. Il y a cette stratégie du socle côté Rassemblement national, mais ils jouent aussi le temps long, puisqu'ils voient que le temps long leur sert, jusqu'à maintenant en tout cas. Et puis, il y en a d'autres, il y en a un qui émerge. Je voudrais vous demander d'ailleurs ce que vous en pensez. On a entendu, ou on a cru comprendre en tout cas, une nouvelle candidature, celle de Dominique de Villepin. C'était au micro d'Edoui Plenel ce week-end. Je vous propose de l'entendre. Dominique de Villepin, écoutez cette tirade. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous parlez comme quelqu'un qui... Vous dites nous, vous dites ce qu'est une élection présidentielle. Vous parlez comme quelqu'un qui, après une période de retrait... veut vraiment revenir dans l'arène parce qu'il y a urgence. Alors vous me permettez, par votre question, de répondre à la question première, celle que vous avez posée, qui est la plus fondamentale et qui est celle qui me guide aujourd'hui. Nous sommes confrontés à un choc historique qui est de très peu de précédents. Les grandes ruptures de l'histoire, le choc de la Renaissance, l'époque des Lumières, le choc des guerres mondiales. Un choc qui va transformer la géopolitique mondiale, va transformer l'idée même qu'on se fait de l'homme, va transformer l'histoire. Ce combat, je ne peux pas ne pas y participer. Je ne peux pas ne pas être aux avant-postes. Je ne peux pas ne pas y participer, je ne peux pas être aux avant-postes, quand même. Dominique de Villepin, comment vous réagissez d'abord, Alexis Poulain ? Oui, alors c'est entre la déclaration non dite et l'envie de peser dans le débat. Mais c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps Dominique de Villepin revenir dans le débat politique national et international à l'aune de Gaza. Ça a été un des seuls à critiquer la politique génocidaire de Benyamin Netanyahou et à le faire avec force. Enfin, un des seuls non, la France insoumise également, mais tous les autres partis se taisaient. Mais à droite, on va dire que Dominique de Villepin était le seul. Et il garde cette aura sur... le moment où la France avait encore une diplomatie et où la France avait dit non à l'invasion de l'Irak à l'époque de Bush Junior. Le fameux discours de l'ONU qui a été le dernier moment, je pense, de non-alignement. Ensuite, Nicolas Sarkozy a fait en sorte que la France n'existe plus sur la scène internationale et depuis, cette politique n'a jamais été remise en cause. Donc oui, il peut éventuellement revenir. Reste à savoir avec quel programme. Dominique de Villepin, c'est aussi la privatisation des autoroutes. C'est une politique nationale qui n'a pas non plus apporté le meilleur. Les émeutes de 2005. Et regardez, en 2024, en 2025,
2025, ça reste un problème. Que faire de ces territoires perdus de la République, comme certains les appellent? Donc oui, pourquoi pas, mais il fait partie aussi du monde d'hier, d'une certaine façon. Alors, il a cette aura, comme je le disais, du fait de la place qu'il avait sur la scène internationale. Maintenant, a-t-il les moyens d'une candidature? Pourquoi pas, mais ça dépend de ce qu'il mettra dans un programme. François Coq? Ouais, je vois bien la tentation de l'irruption rédemptrice avec Dominique de Villepin, qui viendrait, parce que c'est un personnage extérieur depuis un certain nombre d'années à la tambouille politicienne que nous avons sous les yeux, avec une forme de hauteur de vue et qui prétend rassembler derrière lui. Moi, j'y vois quand même certaines limites. La première d'entre elles, c'est que pour pouvoir émerger, il faut arriver à construire un rassemblement populaire. Et pour construire un rassemblement populaire, il faut voir à qui on s'adresse et quelle est la base à partir de laquelle on se propulse. Dominique de Villepin, lui, actuellement, il joue un peu à contre-jeu ou à front renversé. Aujourd'hui, ceux qui sont les principaux partisans de Dominique de Villepin, c'est la base aujourd'hui de LFI. Ce sont tous ceux qui se sont rangés derrière lui sur la question de Gaza. Non, voilà pas, hein. Notamment. Hey. Et ça fait beaucoup de monde, mais ce n'est pas sa base naturelle, a priori. Et donc, on peut penser que ces gens-là sont quand même suffisamment attachés à la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas passer comme ça de l'un à l'autre. Vous noterez que ce n'est pas un hasard si Dominique de Villepin a fait, sinon acte de candidature, du moins proposition de disponibilité sur Mediapart, qui est devenu aujourd'hui l'un des principaux logiciels et vecteurs de communication de la France insoumise. Deuxième point, Dominique de Villepin a de la hauteur de vue, il arrive à agréger derrière lui sur les questions internationales, mais enfin, je crois qu'un certain nombre de gens n'ont pas oublié qu'il était aux responsabilités au moment du traité constitutionnel européen de 2005, qui est quand même un chouïa structurant dans notre vie politique et dans la décomposition qui est la nôtre. Il a à son passif les autoroutes et leur privatisation, ou encore un certain nombre de gestions au moment des émeutes, par exemple, en 2005 aussi. D'accord, donc pour le moment, j'entends bien de part et d'autre que malgré la personnalité intéressante, ce n'est pas non plus l'homme providentiel qui pourrait faire justement créer un nouveau front commun, comme vous le disiez, François Coq. Et François Coq, vous n'avez pas répondu sur la stratégie de bloc de front commun du Rassemblement national. Finalement, ils jouent leur temps à eux, leur temporalité, qui fait que de toute façon, plus les autres sont en échec, plus ils montent. Est-ce que c'est une stratégie qui est gagnante pour eux et qui le sera aux prochaines élections, à votre avis? Là, ce qui se passe, c'est que le Rassemblement national, lui, est dans une stratégie de s'être construit sur un bloc, mais au préalable, avant tous les autres. Il était dans une stratégie de bloc au départ, et c'est l'acceptation de la tripartition de l'espace politique par le bloc central pour essayer, on comprend bien, de rabattre sur lui un camp ou l'autre, et pour pouvoir finalement être éternellement au pouvoir d'une certaine manière, et l'acceptation par la gauche de cette funeste stratégie de la tripartition, qui fait que le Rassemblement national, finalement, est servi par le jeu d'aujourd'hui. On vient sur son terrain. Et comme il était le premier à avoir construit un bloc, eh ben non seulement il a le bloc le plus fidèle, le plus assuré, mais il a aussi un bloc désormais le plus large. Et c'est ce que vous disiez, le temps joue pour lui. Donc quand on rentre dans cette logique des blocs, il est normal que la force aille à la force et au bloc qui était installé le premier et qui aujourd'hui, contrairement aux autres, ne s'adresse plus simplement à un électorat un peu captif, mais parce que son bloc est solide, est capable d'avoir une parole qui s'adresse à l'extérieur et qui lui permet d'élargir. Cette stratégie est une stratégie qui sert le programme du Rassemblement national et son projet. Et il faut bien dire aujourd'hui que dans cette logique de la tripartition, dont je disais qu'elle était au départ la logique du bloc central, parce qu'il y avait une forme d'assurance-vie pour le bloc élitaire, puisque en jouant sur la diabolisation d'un côté ou de l'autre, finalement, elle organisait le rabattement sur le candidat du bloc élitaire au deuxième
des élections, eh bien aujourd'hui, on voit que les seuls qui peuvent s'en sortir dans cette stratégie-là, qui peuvent arriver à rompre avec cette logique du bloc élitaire, c'est le Rassemblement national. Et d'ailleurs, et je m'arrête là, monsieur Mélenchon s'en est aperçu hier, il se sert lui aussi toujours encore du diable national comme une forme de diable de confort. Vous avez passé l'extrait tout à l'heure, mais quand il dit le Rassemblement national gagnera si les socialistes continuent à diviser tout le monde, finalement, il centralise le Rassemblement national pour définir le reste de la vie politique. Et alors, petite question juste, parce que beaucoup me posent la question dans le chat, ils disent, mais alors Arnaud Montebourg, pourquoi Arnaud Montebourg ne se présente pas? Alors, comme vous le connaissez, François Coq, et que vous êtes son ancien directeur de campagne, que pensez-vous, en effet, d'une future... du fait qu'Arnaud Montebourg se présente de nouveau, par exemple, pour la présidentielle? Écoutez, moi, je n'ai aucun regret sur la tentative qui a été menée en 2022, parce que je pense que la situation politique, qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, valide ce qui était à l'époque les pistes de campagne et le projet d'Arnaud Montebourg. Mais c'est toujours pareil en politique, il suffit pas de penser les choses d'un point de vue théorique, il faut aussi que les choses se mettent en place, qu'il y ait une rencontre entre la personne et le peuple. Ça ne s'est pas fait en 2022 pour plein de raisons, et parce que le système était totalement sclérosé à l'époque. Le projet d'Arnaud Montebourg, c'était de faire exploser cette tripartition, de ne pas rejouer le jeu de 2017 entre M. Macron, Mme Le Pen, M. Mélenchon, parce qu'on savait très bien qu'il allait en sortir exactement la même chose. Il allait sortir la même chose au pourcent près en termes de rapport de force au moment des élections présidentielles et quasiment législatives de 2022. Donc ce projet avait une actualité en 2022, peut-être en aurait-il aujourd'hui, mais est-ce qu'Arnaud Montebourg est aujourd'hui disponible pour faire cela? Je crois qu'il pèse sur le débat. Ces prises de parole médiatiques sont souvent de très grande qualité depuis un certain temps et sont remarquées. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de se remettre dans l'arène. Quand on passe à côté de l'occasion une fois, c'est rare que l'occasion se présente une deuxième. Voilà, mais la réponse ne m'appartient pas. Merci pour cet éclaircissement, en tout cas, François Coq. Alexis Poulain, vous avez donc, on rappelle, justement pris la décision de tenter de réussir à faire cette alliance populaire, autre que celle du Rassemblement national, on l'a bien compris, en passant d'abord par les élections locales et pourquoi pas réfléchir à aux élections présidentielles. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette stratégie que vous avez décidé de mettre en place? Oui, enfin, c'est un petit ruisseau de plus. L'idée, c'était de dire, aujourd'hui, il y a énormément de mouvements citoyens, d'associations qui travaillent à la démocratie directe, au rite constituant, qui réfléchissent à comment faire démocratie, parce que la France est une plutocratie communaude, c'est-à-dire c'est l'argent qui fait le candidat, qui fait le pouvoir. Et donc, comment faire en sorte que toutes ces initiatives se centralisent, soient visibles, puisque l'invisibilisation de ces thématiques aussi joue, et puis parler aussi à toute la sphère souverainiste en disant, effectivement, si on est sérieux sur le Frexit, comment il s'organise et comment faire pour faire comprendre aux Français le mal que fait l'Union européenne à notre pays, à notre économie. Et donc, c'est ce pari-là. Et il commence par la prochaine échéance électorale, c'est les municipales. Et c'est vrai que les mairies, alors on a toujours le maire à portée de baffe, l'élu préféré des Français, la difficulté de faire des choses, mais finalement, si on a des élus de l'Alliance populaire, on n'aura pas de ZFE, par exemple. On va peut-être arrêter la folie idéologique qui est en train de foutre en l'air le pays qui continue la guerre contre les plus pauvres. Et ça commence à l'échelon local, territorial. Et derrière, il y a la réflexion des assemblées citoyennes, la réflexion de la démocratie directe, du mandat impératif et révocatoire, de toutes ces questions qui sont éludées par ceux qui aujourd'hui profitent de la bulle politico-médiatique et qui ne vont jamais remettre en cause les privilèges, parce que c'est 1788. On vit dans un monde qui est pas loin de celui de l'Ancien Régime, avec des gens élus. Alors la seule différence, c'est que c'est une bourgeoisie élective qui est censée représenter les Français. Il n'en est rien, et qui s'arroge en fait des privilèges qu'elle ne veut jamais remettre en cause. Donc il faut faire exploser tout ça vraiment. Et l'autre pan, et le plus important,
important, c'est l'économie, c'est les PME, TPE, les petites entreprises, le terreau, en fait, la base économique française, là où sont les bassins d'emploi, une politique vraiment volontariste sur les PME pour arrêter de les foutre en l'air avec les cotisations obligatoires, avec les règles, etc. Et ça me paraît être une priorité. Là encore, jamais discuté à Bercy, puisque les énarques de Bercy s'intéressent davantage au 440 et aux impôts qu'à la sphère économique. Donc voilà, c'est ça, à mon avis, la révolution à faire. Oui, mais est-ce qu'il vous reste une place entre, puisque c'est plutôt le bloc populaire que vous cherchez à toucher, l'Alliance populaire, entre le Rassemblement national et LFI, qui ont déjà chacun un peu investi leur électorat? Oui, il y a toujours de la place, et le but, c'est pas d'aller grignoter de la place sur des trucs, c'est de compléter en réalité, d'arriver à autre chose et de dire peut-être il y a des sujets qui sont sous-médiatisés du fait du choix de la ligne éditoriale, entre guillemets, de chaque parti, mais de la ligne politique. Et donc, il faut choisir cette ligne-là. Et puis aussi, c'est en tant que journaliste, c'est faire aussi du journalisme citoyen et dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on veut monter un parti? Qu'est-ce qui se passe quand on veut aller aux 500 signatures? Qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose comme ça, et l'expliquer aussi de manière hebdomadaire aux abonnés du Monde Moderne et à tous ceux qui seront intéressés par cette démarche. Pour finir justement, puisque c'est la fin de ce corps à corps, Alexis Poulain, quel est le programme du Monde Moderne et puis de votre live tout à l'heure? Alors le programme, il est clair. L'investiture de Donald Trump, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tous ces gens qui vont quitter X aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? J'ai très peur. Et alors, clin d'œil, je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, mais c'est quand même tout un monde qui s'effondre. Aujourd'hui s'ouvre le forum de Davos, le World Economic Forum, qui s'ouvre aujourd'hui à Davos avec personne. Il y aura peut-être une visioconférence apparemment de Donald Trump, mais sinon, tous les patrons sont à l'investiture de Trump et tout le monde n'en a plus rien à foutre en fait des délires de Klaus Schwab. C'est un monde aussi qui tourne, qui change, et c'est une excellente nouvelle. Donc voilà le programme. On va essayer de s'y tenir, et puis après il y aura l'investiture. Cet après-midi, on va aussi essayer de voir ce qui se passe et peut-être faire un live plus tard dans la journée. D'accord, eh bien merci beaucoup Alexis Poulain. Je rappelle Le Monde Moderne. François Coq, vous êtes auteur notamment de l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes, ou encore La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. On est d'accord sur cette absence de populaire, en tout cas, entre votre alliance populaire Alexis Poulain et puis l'appel à la souveraineté populaire de François Coq. Merci à tous les deux.